Une seule odeur flottait dans l'air, douce, élégante et mortelle. Bienvenue dans Contes policiers. Je suis votre animateur Théo. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Laissez-moi un commentaire. Vos messages donnent toujours vie à ces histoires. Découvrons la vérité ensemble. Le village de Little Witham était le genre d'endroit où l'excitation s'aventurait rarement au-delà d'un vif désaccord au Women's Institute ou d'une nouvelle recette de gâteau murmurée avec impatience d'une cuisine à l'autre. Le printemps était arrivé dans une douce brume dorée et les haies étaient couvertes de fleurs. Partout où l'on regardait, il y avait des signes de renouveau et d'anticipation. Cette année, la fête du printemps, longtemps en sommeil, un événement d'importance locale mineure avant la guerre, avait été relancé avec une grande ambition. Des tables avaient été dressées le long du green, drapées de linge blanc, frais et tremblants sous le poids des tartes faites maison, des conserves et des compositions florales. Il devait y avoir plus tard un petit concert dans la salle paroissiale, suivi d'une vente aux enchères au profit du fond du toit de l'église. C'était, a déclaré Madame Hartnell, car elle était l'autorité sociale autoproclamée de Little Witham, le souffle même de la vie d'un endroit comme le nôtre. Miss Marple, assise sous un parasol, son tricot à la main, accepta discrètement, même si elle avait appris depuis longtemps que le souffle de la vie dans les villages était parfois adouci par la méchanceté autant que par le sucre et les épices. Depuis son siège près du green, elle regardait les petits drames se dérouler. Il y avait le jeune Peter Laverton, présentant maladroitement un œillet à la jolie nièce du vicaire, à la grande désapprobation de Madame Laverton, qui tenait ses perles, comme si elle craignait qu'elle ne lui saute du cou en signe de protestation. Et il y avait Miss Sylvia Cartwright, la nouvelle institutrice, parlant avec animation au docteur Arkwright, le jeune médecin célibataire du village, qui, pour une fois, semblait trop ravi pour feindre une distraction polie. Tout avait l'apparence de la paix et du contentement, même si les yeux bleus perçants de Miss Marple, à moitié cachés derrière ses lunettes, ne manquèrent de rien. Elle remarqua l'étroitesse du sourire de Madame Laverton, la façon dont les oreilles de Peter devinrent rouge foncé, suite aux reproches murmurés par sa mère, et comment les doigts de Miss Cartwright se tordirent nerveusement sur la chaîne de son sac à main lorsqu'elle aperçut une grande femme élégamment habillée traversant le green vers eux. Il s'agissait de Madame Rosalind Howard, récemment revenue de Londres pour gérer les affaires de la succession de son défunt frère, et déjà source de spéculation. Rosalind bougeait avec une assurance citadine, sa robe crème ajustée impeccable malgré la poussière, un petit flacon de parfum doré scintillant à son poignet. En bref, ce n'était pas le genre de femme que Little Witham s'imprégnait. Facilement. Trop élégant à moitié, murmura Madame Hartnell depuis sa chaise voisine, se penchant vers Miss Marple sous prétexte d'admirer ses frivolités. C'est à se demander ce qu'elle cherche vraiment, hein? Miss Marple sourit doucement et fit claquer ses aiguilles. Peut-être, ma chère, aime-t-elle simplement bien se présenter, une habitude qu'il n'est pas facile d'abandonner une fois prise, je pense. Pourtant, elle observait le regard lent et scrutateur de Rosalind à travers le rassemblement. Il y avait là un calcul, pas méchant, mais délibéré. Et il y avait autre chose, un léger sentiment de détachement, comme si Rosalind marchait parmi eux, mais n'en faisait pas partie. La fête continuait avec ses petites émotions. Monsieur Green, l'avocat à la retraite, a fièrement remporté le premier prix du concours de rhubarbe, même si tout le monde murmurait qu'il avait engagé un jardinier en secret. La petite Maudie Trelawney, avec son tablier amidonné et son sourire timide, a remporté la coupe des compositions florales. Le thé coulait à flots, les scones disparaissaient et les rires montaient et descendaient dans la douce brise. C'était en milieu d'après-midi que l'incident s'est produit, une chose insignifiante à première vue, mais qui a provoqué la première secousse dans la surface confortable de la journée. Madame Laverton poussa un cri soudain et aigu. Plusieurs têtes se tournèrent. Elle se tenait près de la table à gâteau, la main pressée contre sa bouche, le visage pâle comme « du lait ». « Quelqu'un est dans mon sac », elle haleta. Une foule se rassembla rapidement, murmurant et tendant le cou. Miss Marple se leva, ses aiguilles glissèrent adroitement dans son sac à tricot et traversa le green. Madame Laverton, visiblement tremblante, maintenant lui tendit son sac à main, un objet ostentatoire en cuir de crocodile, avec un lourd fermoir. Son contenu était éparpillé en désordre sur la table.
Un poudrier, un mouchoir monogrammé, une petite fiole de sel odorant, un chéquier usé et un tas enchevêtré de billets et de pièces froissées. Mon sac à main était plein. Plein, insista-t-elle en élevant la voix. Il y avait 40 livres pour la vente aux enchères d'argent. Je n'ai tourné le dos qu'un instant. Il y eut des exclamations de sympathie et d'indignation. Les membres du comité de fête s'affairaient en se tordant les mains. M. Green a proposé d'appeler la police immédiatement, mais Mme Hartnell lui a fait signe de descendre. « Sûrement, dit-elle. Entre amis, c'est sûrement une erreur, une simple confusion. » Miss Marple ne dit rien. Elle s'approcha simplement un peu plus, scrutant sans intrusion le contenu dispersé, notant le parfum léger mais indubitable qui flottait dans l'air. Un parfum sophistiqué, subtil mais persistant, tout à fait différent de la lavande ou de l'eau de rose préférée par la plupart des dames du village. Un parfum que Miss Marple avait déjà perçu, moins d'une heure plus tôt, s'échappant légèrement du flacon de parfum doré de Madame Rosalind Howard. Plus tard, combien de temps plus tard? Personne ne pouvait vraiment être d'accord. Le véritable choc est arrivé, alors que la fête touchait à sa fin et que les villageois rassemblaient leurs marchandises et leurs potins. Le jeune Peter Laverton sortit en trébuchant de derrière la salle des fêtes, le visage exsangue, le devant de sa chemise taché de quelque chose de sombre. « Il vous appelle, Miss Marple », s'écria Madame Hartnell, la voix haute de terreur. « Derrière le hall, il y a eu un accident. » Miss Marple se dépêcha, aussi vite que ses années le lui permettaient, le sac à tricot se balançant à son poignet. Au coin de la rue, elle trouva un groupe de villageois déjà en train de se former, certains haletants, d'autres silencieux, dans une horreur figée. Là, étalée sur le chemin de gravier, en un tas contre nature, gisait Rosalind Howard. Une tache de rouge vif tachait le devant de sa robe crème. Le flacon de parfum en or brisé brillait parmi les pierres. Sa tête était tordue dans un angle laid, et il n'y avait aucun doute sur le calme qui s'accrochait à elle. Ce n'était pas un accident. Miss Marple, se faufilant dans la foule avec une autorité calme, se pencha brièvement sur le corps. Elle remarqua les bleus sur le cou de Rosalind, le sang d'une blessure cachée juste sous la ligne de ses cheveux, les pétales éparpillés d'un corsage floral écrasé, et, faible mais toujours présent, ce même parfum envoûtant, délicat, cher et désormais à jamais associé au meurtre. Sans un mot, Miss Marple se redressa et se tourna vers les visages stupéfaits qui l'entouraient. Un meurtre était survenu à Little Witham. Et comme Miss Marple le savait bien, le meurtre n'a jamais été aussi simple ni aussi solitaire qu'il y paraissait. Le corps de Madame Rosalind Howard avait à peine été recouvert d'un manteau, posé avec révérence sur lui par les mains tremblantes du vicaire, que les premières vagues de spéculation se répandirent à travers Little Witham, comme une pierre jetée dans un étang tranquille. Miss Marple se tenait un peu à l'écart du groupe serré de villageois rassemblés sur les lieux, ses mains, délicates croisées sur le manche de sa canne. Elle ne parlait pas, n'interrompait pas les murmures frénétiques autour d'elle. Elle écouta simplement, les rides autour de ses yeux bleus perspicaces s'approfondissant en réflexion. « Ce doit être un accident », a insisté Madame Hartnell, même si sa voix vacillait. Elle est tombée, a trébuché et s'est cogné la tête. Ce chemin est terriblement inégal. Alors qu'en est-il des bleus sur son cou ? Répliqua M. Green en se vantant d'importance. J'ai vu suffisamment de cas dans ma journée, et cela ressemble étrangement à de la violence. Étranglée, tu veux dire ? Madame Laverton haleta, serrant le bras de son fils Peter comme si elle craignait qu'il ne disparaisse également. Peter grimaça et essaya doucement de se dégager. « Maman, s'il te plaît, nous devrions laisser le soin au médecin. » Mais le docteur Arkwright, agenouillé près du corps, avait déjà secoué sombrement la tête. « Et il y aura une enquête, bien sûr, » dit-il en se levant et en se frottant les genoux. « Mais je peux vous le dire maintenant, Madame Howard n'est pas morte d'une seule chute. Elle a été frappée, peut-être 2 fois, et il y a des signes évidents de pression manuelle au niveau de la gorge. » Un halètement collectif s'éleva parmi les spectateurs, suivi par une douzaine de voix bavardes s'exprimant en même temps. « Meurtre, ici ? Mais qui ?» Elle était à peine connue dans le village. Miss Marple tourna légèrement la tête, observant les visages. Le choc, oui, mais derrière d'autres choses aussi. La peur, la culpabilité, le calcul. Dans
Un village aussi petit et insulaire que Little Witham, chaque vie en touchait une autre. Les secrets, autrefois confortablement cachés sous les routines quotidiennes et les prétextes polis, menaçaient désormais de jaillir. L'inspecteur Craythorne arrivait de la ville voisine de Muchminster. Un homme solide et capable, au visage rougeau et avec une tendance à l'impatience. Après avoir donné l'ordre de dégager la zone et boucler les lieux avec l'aide de quelques agents au visage rouge, il a exigé un compte rendu complet des villageois rassemblés. Miss Marple, étant présente, fut parmi les premières interrogées. Elle répondit avec sa précision habituelle, notant la dernière fois où elle avait vu Madame Howard traverser le green, l'agitation autour de l'argent manquant de Madame Laverton, le moment où Peter Laverton était tombé sur le corps. Elle parlait doucement, avec modestie, comme si ses souvenirs n'étaient que ceux d'une vieille femme inoffensive. Mais elle s'assurait de mentionner, avec une insistance délicate, l'odeur persistante du parfum qui l'avait frappé dans les deux. Sens, près de la table à gâteau et à côté du corps. L'inspecteur Craythorne fronça les sourcils. Parfum, ça ne veut peut-être rien dire. Peut-être pas, inspecteur, dit gentiment Miss Marple. Mais c'est plutôt un parfum distinctif, n'est-ce pas? Pas le genre de parfum couramment porté dans un village tranquille comme le nôtre. Craythorne grogna sans engagement et interrogea les autres. Pendant ce temps, les villageois, libérés des interrogatoires formels, se livraient à des commérages avec une vigueur fébrile. « J'ai entendu dire qu'elle avait des ennemis à Londres », confia Madame Hartnell à voix basse à Madame Price, qui dirigeait le bureau de poste. « Des types terriblement à la mode, vous savez, le genre qui vit vite et meurt jeune. »« C'est absurde », a lancé Madame Price, dont le cousin de la sœur avait déjà vu Madame Howard chez Harrods et l'avait déclarée parfaitement respectable. Ici, notez mes mots. Les meurtres sont toujours locaux, dans les villages. Miss Marple se retrouva discrètement d'accord avec ce sentiment. Les villages, après tout, étaient des écosystèmes fermés. Toute perturbation de l'ordre social délicat avait tendance à y trouver ses racines. Les étrangers peuvent être des boucs émissaires commodes, mais les motivations se développent mieux en terrain familier. Le soir, les lieux de la fête étaient déserts, à l'exception des agents qui faisaient les 100 pas dans les zones sécurisées. Miss Marple retourna dans son joli cottage blanchi à la chaux sur Church Lane, le cœur lourd. Elle se prépara un dîner simple, un œuf à la coque, du pain et du beurre et un petit verre de xérès, et s'assit devant son feu douillet, réfléchissant aux événements de la journée. Rosalind Howard n'était pas très appréciée à Little Witham. Cela était clair même s'il n'y avait pas eu d'hostilité ouverte. Envie, ressentiment, suspicion, ces choses étaient murmurées, subtiles, masquées derrière des sourires. Mais qu'avait fait Rosalind pour provoquer une haine aussi violente? Ou était-ce quelque chose qu'elle avait emporté avec elle de sa vie londonienne? La question de l'argent manquant de Madame Laverton préoccupait également Miss Marple. Cela semblait presque trop pratique, une excellente distraction. Et pourtant, à sa manière, un crime grave. 40 livres. Ce n'était pas une mince affaire. Les deux incidents pourraient-ils être liés? Quelqu'un avait-il tenté un vol, été découvert et, dans sa panique, commis un meurtre? Ou les aiguilles à tricoter de Miss Marple cliquèrent pensivement. Le vol avait-il simplement fourni l'occasion de commettre un crime prémédité? Le lendemain matin, l'aube était lumineuse mais fraîche. Le village s'est réveillé, avec une nouvelle réalité. Little Witham était désormais un lieu de meurtre, et la connaissance s'est répandue comme une brume humide sur chaque pas de porte. Au magasin du village, l'agitation habituelle était tamisée. Madame Price a distribué des colis en se serrant la main. Les conversations se taisaient dès l'entrée d'un client, puis reprenaient en murmures pressants dès leur départ. « J'ai entendu dire que Madame Howard avait un admirateur », a déclaré Madame Blackstone, la femme du boulanger, en lui tendant un pain. « De Londres, remarquez. Un artiste épouvantable, boissons et drogue, tout un tas. »« J'ai entendu dire que c'était le docteur Arkwright qu'elle surveillait, » rétorqua M. Simmons, le charpentier, en remuant un doigt farineux. Cette femme était un problème. Retenez bien mes paroles, voler des cœurs une minute, voler des portefeuilles la minute d'après. Miss Marple, achetant un petit sachet de sucre d'orge pour son thé de l'après-midi, écoutait avec une innocence apparente. Au même moment, l'inspecteur Craythorne effectuait sa tournée avec une énergie renouvelée. Il interrogea vivement Peter Laverton. Où se trouvait-il exactement au moment où Madame Howard a été vue vivante pour la dernière fois?
Qu'est-ce qui l'avait attiré derrière le hall? Peter, pâle et en sueur, balbutia qu'il était allé chercher un ballon de football abandonné. Un ballon que lui et quelques-uns des plus jeunes garçons avaient joué près du terrain de fête. « Et est-ce que quelqu'un vous a vu chercher ?»« 7 balles, appuya l'inspecteur. Le visage de Peter tomba. « Non, monsieur, je veux dire, c'était juste après que tout se soit terminé. Les gens faisaient leurs valises. » Miss Marple, qui avait observé le garçon de près depuis l'autre côté de la place, soupira intérieurement. La jeunesse et l'innocence étaient souvent leurs pires ennemis lorsqu'on les soupçonnait. Pourtant, quelque chose dans le comportement de Peter, sa peur maladroite, sa détresse visible, sonnait vrai. Il était terrifié, certes, mais pas, pensa Miss Marple, à l'idée d'être arrêté pour meurtre. Au contraire, il semblait avoir peur d'être accusé à tort. L'attention de l'inspecteur se tourna alors vers Miss Sylvia Cartwright, la maîtresse de l'école. Son sac à main avait été vu posé sur la même table que celui de Madame Laverton pendant la fête, un détail assez innocent, jusqu'à ce qu'on en réfléchisse à l'occasion. Miss Cartwright, cependant, répondait aux questions avec calme et dignité. Elle a expliqué qu'elle aidait à servir le thé au moment du vol et qu'elle pouvait produire plusieurs témoins pour attester de sa présence. Pourtant, les chuchotements grandissaient. L'après-midi, le village était inondé de théories. C'étaient les Laverton, jaloux de la richesse de Rosalind. C'était le docteur Arkwright, humilié par le rejet méprisant de Rosalind. C'était Miss Cartwright, furieuse d'avoir été éclipsée à la fête. Il s'agissait de M. Green, craignant les revendications de Rosalind sur une parcelle de terrain contestée. Et pendant tout cela, Miss Marple restait assise tranquillement dans son salon, son tricot cliquetant régulièrement, son esprit tissant un motif bien plus complexe que n'importe quelle écharpe en laine. Il y avait quelque chose de plus dans la question du parfum. Quelque chose ou quelqu'un lié à ce parfum. Et elle avait l'intention de découvrir, quoi d'avant que le meurtrier ne frappe à nouveau. Le 3e jour après la fête, le village de Little Witham, habituellement si placide, se retrouva entièrement absorbé par les activités de détection, amateurs ou autres. Les conversations à la poste, à la boulangerie et sur les bancs avant les prières du matin tournaient toutes sur le même sujet. Qui avait tué Madame Rosalind Howard, Miss Marple, assise près de sa fenêtre d'entrée, ses aiguilles à tricoter, clignotant régulièrement sur ses genoux, regardait passer le trafic humain. Elle savait par expérience que dans les premiers jours qui suivent un crime, les villageois parlaient beaucoup trop librement. La nature humaine, avait-elle observé, était rarement capable de résister au double besoin de commérage et d'auto-justification. La police avait elle aussi ouvert son enquête officielle. L'inspecteur Craythorne, malgré ses fanfaronnades, était méthodique et avait installé son quartier général dans l'arrière-salle du presbytère, le seul bâtiment en dehors de l'auberge offrant suffisamment d'espace et d'intimité. De là, il a convoqué les individus un par un pour un interrogatoire plus approfondi. Miss Marple fut parmi les premières invitées. Elle arriva à l'heure, vêtue d'un modeste manteau gris et de chaussures confortables, et fut conduite dans le bureau du presbytère où l'inspecteur Craythorne était assis derrière un grand bureau en chêne, fronçant les sourcils assez... « Note, Miss Marple, dit-il sans méchanceté, je crois comprendre que vous étiez présente à la fête et près des lieux lorsque le corps de Madame Howard a été retrouvé. »« En effet, inspecteur, » dit Miss Marple en croisant ses mains sur ses genoux. « Et vous avez mentionné avoir remarqué un certain parfum à la fois sur la table des gâteaux, pendant l'affaire avec l'argent manquant de Madame Laverton, et plus tard près du corps. »« Oui, inspecteur. Cela m'a semblé un parfum assez distinctif. Léger mais persistant. Ce n'est pas le genre de parfum qu'on s'attendrait à trouver lors d'une fête de village. » Craythorne a griffonné quelque chose. « Pouvez-vous le décrire ?» Miss Marple réfléchit. « Floral, certes, mais complexe, avec une touche épicée. Assez cher, je pense. Ce n'est pas une marque courante. » « Humph. Et tu crois que ce parfum est significatif ?»« Je crois, inspecteur, dit doucement Miss Marple, que peu de choses dans la vie sont vraiment insignifiantes. À tout le moins, cela peut aider à placer des individus à certains endroits et à certains moments. » Craythorne poussa à nouveau un grognement, un son que Miss Marple avait fini par associer à un esprit résistant, à une idée importune. « Très bien, très bien. Parlons des motivations. Qu'avez-vous observé des relations de Madame Howard avec les villageois ?»«
Miss Marple hésita, ses aiguilles silencieuses pendant un moment. Elle était admirée, certes, mais aussi ressentie. Une femme aussi sophistiquée et si distinguée peut provoquer des frictions dans une petite communauté soudée, en particulier là où il existe des tensions préexistantes. Des tensions? En effet, je crois que Madame Howard s'était intéressée à certaines propriétés locales, en vue de les acheter. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle avait l'intention de les développer. Naturellement, cela inquiéterait ceux qui préfèrent que le village reste inchangé. Craythorne se pencha en avant. Qui en particulier pourrait s'y opposer? Miss Marple s'autorisa un petit sourire. Eh bien, presque tout le monde, inspecteur, mais peut-être Monsieur Green surtout. Son cottage borde le terrain en question. L'inspecteur grogna et griffonna une note. Très bien. Et qu'en est-il de cette affaire avec l'argent volé de Madame Laverton? Vous pensez que c'est lié? Je pense, dit Miss Marple, choisissant ses mots avec soin, qu'il serait imprudent de considérer cela comme une coïncidence. Elle se leva et rassembla son sac. Si vous me le permettez, inspecteur, puis-je faire une petite suggestion? Craythorne la regarda avec méfiance. Continue. Je me demande si vous pourriez enquêter sur qui dans le village a accès à plus de parfums exotiques que ceux que l'on pourrait trouver à la pharmacie locale. Et sur ce, Miss Marple lui offrit un doux sourire et retourna dans la fraîche matinée de printemps. Au même moment, dans tout le village, des enquêtes informelles étaient en bonne voie. Madame Hartnell, sous prétexte de livrer de la confiture de rhubarbe à Madame Simmons, malade, a mené un interrogatoire approfondi de son hôtesse concernant le déroulement de la fête. La jeune maudite Trelawney, à qui sa mère avait demandé sévèrement de bien écouter chez l'épicier, rentra à la maison avec des histoires folles selon lesquelles le docteur Arkwright aurait été vu en train de se disputer avec Rosalind la semaine précédant la fête. Et au pub Rose and Crown, M. Price, le mari du maître de poste, a acheté plusieurs tournées de bière en échange de toutes petites choses que vous auriez pu voir. La plupart des informations ainsi glanées étaient contradictoires et inutiles, mais deux rumeurs particulières ont commencé à prendre de l'ampleur. Premièrement, Rosalind Howard avait été aperçue dans un échange houleux avec M. Green, quelques jours seulement avant la fête, devant l'ancien moulin, une propriété au centre de plusieurs différends. Deuxièmement, et ce qui est plus sensationnel, c'est que Madame Howard n'était finalement pas seule à Little Whiteham. Un étranger avait été aperçu, un homme de grande taille vêtu d'un manteau sombre, tapi près du green dans les jours précédant la fête. Personne ne pouvait dire exactement qui il était ni pourquoi il était venu. Miss Marple a entendu parler de ces développements grâce à la visite de Madame Price, qui s'est précipitée dans son salon avec un panier de scones et une langue prête à remuer. Monsieur Green, audacieux comme de l'airain, se disputant avec elle au sujet du moulin. Et maintenant, on dit qu'il y avait un Londonien qui la suivait partout. Miss Marple, versant du thé, hocha agréablement la tête. Comme c'est curieux. Mais s'il y avait un étranger dans les parages, quelqu'un lui aurait parlé. On pourrait? Ça le pensait, a convenu Madame Price en prenant un scone. Mais il était timide, semble-t-il. Gardé dans l'ombre, Miss Marple réfléchit à haute voix. Je me demande si cet homme londonien était une réalité ou une invention. Madame Price parut surprise. Une invention? Il faut toujours se demander, a déclaré Miss Marple, à qui profite le fait qu'un étranger soit blâmé. Madame Price est partie peu de temps après, l'air pensive pour peut-être la première fois de sa vie. Pendant ce temps, l'inspecteur Craythorne travaillait dur pour poursuivre la piste d'enquête que Miss Marple avait gentiment suggérée. Il envoya un agent à la pharmacie de Muchminster, la ville la plus proche, quelle que soit sa taille, avec pour instruction de s'enquérir discrètement si un villageois de Little Whiteham avait récemment acheté une marque de parfum coûteuse. La réponse ne tarda pas. Aucun achat de ce type n'avait été effectué localement. Cela laissait entrevoir deux possibilités. Soit le parfum avait été acquis lors d'un voyage à Londres ou dans une autre ville, soit il appartenait à quelqu'un qui l'avait apporté avec lui. Le même après-midi, l'inspecteur a rendu visite à M. Green, sous prétexte de discuter de questions de propriété. Green, un homme corpulent avec une moustache agressive, accueillit l'inspecteur avec méfiance à la porte de sa maison recouverte de lierre. « Non, monsieur, je n'ai eu aucune querelle avec Madame Howard qui mérite d'être mentionnée, a-t-il fanfaronné. Juste une divergence d'opinion à propos de
Ce foutu moulin. Je voulais qu'il soit préservé. Elle voulait qu'il soit démoli pour construire d'horribles petites boîtes modernes. Mais elle a tué. Poppycock. Avez-vous vu Madame Howard le jour de la fête? Il ne faut pas en parler, a déclaré M. Green. J'étais occupé à juger le concours de rhubarbe, et ma rhubarbe, en passant, était de premier ordre. Aucune de ces conneries forcées. L'inspecteur prit congé peu de temps après. Pas très éclairé, mais convaincu que les fanfaronnades de M. Green masquaient quelque chose, que ce soit de la culpabilité ou simplement de l'indignation, il ne pouvait pas encore le dire. Ce soir-là, Miss Marple s'assit de nouveau devant son feu, un petit cahier ouvert sur ses genoux. Elle avait commencé à dresser une liste. Personnes avec motif possible, M. Green, les conflits de propriété, Madame Laverton, jalousie possible, des angoisses financières, Peter Laverton, l'impétuosité de la jeunesse, opportunité Dr. Arkwright, un rejet romantique, Mademoiselle Cartwright, la rivalité sociale, facteur compliquant, l'argent manquant, l'étranger de Londres, le parfum, elle. Tapota pensivement son crayon contre sa lèvre. Il y avait trop de détails en suspens, trop de rumeurs commodes. Tout semblait, pensa Miss Marple, presque aussi le même, au cours de sa longue vie d'observation de la nature humaine. Elle avait appris une vérité précieuse. La véritable culpabilité s'annonçait rarement avec audace. Il se glissait sur les bords, déguisé, prudent, et quelque part au milieu de tout ce bruit se cachait le véritable meurtrier. Pas pour très longtemps, pensa-t-elle en ajoutant une dernière note à la page. Faites confiance aux petites choses. L'odeur, le regard, le silence. Le 4e jour, la rumeur de Little Witham avait fait son travail brutal. Là où autrefois de vagues soupçons flottaient avec incertitude d'un villageois à l'autre, un consensus se formait désormais, ou plus précisément se durcissait, autour d'un suspect particulier. Pauvre Peter Laverton. Miss Marple entendit les chuchotements alors qu'elle se dirigeait vers le marchand de légumes ce matin-là. « Les jeunes hommes peuvent être si imprudents », murmura Madame Hartnell à Madame Price, la tête penchée d'un air conspirateur sur les choux. « Têtu !» approuva Madame Price avec délectation, et si elle le surprenait en train de voler, eh bien, même. M. Green, qui n'était pas naturellement enclin au commérage, a fait remarquer haut et fort à la poste que les garçons d'aujourd'hui n'avaient aucun respect pour leurs supérieurs. Forney a jeté un regard aigu sur Madame Laverton, qui était devenue sensiblement plus pâle au cours des derniers jours. La théorie était simple, attrayante et dangereusement pratique. Peter, désespéré peut-être d'argent, de dettes, d'une fille d'un projet imprudent de jeunesse, avait volé le sac à main de Madame Laverton pendant la fête. Rosalind Howard, à la mode et aux yeux perçants, aurait pu le voir. Elle l'aurait confronté derrière la salle des fêtes, et Peter, dans un moment de panique et de honte, s'était déchaîné. Une tragédie, certes, mais compréhensible. Et le village, étant donné quelque chose de si compréhensible, s'enroula avec empressement autour de l'explication comme un châle chaud contre le froid troublant du meurtre. L'inspecteur Craythorne semblait également enclin à suivre ce raisonnement. Il avait de nouveau interrogé Peter, plus vivement cette fois, devant la mère du garçon aux lèvres pincées. Les réponses de Peter, trébuchantes, incertaines, n'avaient fait qu'approfondir les soupçons de l'inspecteur. Et pourtant, Miss Marple, assise tranquillement dans un coin pendant ces débats, son tricot inutilisé sur ses genoux, éprouvait un profond malaise. Peter Laverton n'était pas un ange. Miss Marple l'avait vu voler des pommes dans le jardin du presbytère. Avec toute la bravade habituelle de l'enfance. Mais la violence? Meurtre? Il y avait une différence, pensait-elle, entre les méfaits enfantins et la rage sombre et désespérée requise pour tuer. De plus, la peur de Peter semblait trop profonde, trop vive. Ce n'était pas la peur coupable d'un meurtrier, mais la terreur ahurissante d'un garçon pris dans quelque chose qui dépassait son entendement. Non, pensa Miss Marple, ses doigts reprenant leur travail régulier. Ah non, c'était trop simple. Et dans le meurtre comme dans la vie, l'explication simple était rarement la bonne. L'annonce officielle est intervenue en fin d'après-midi. Peter Laverton devait être arrêté parce qu'il était soupçonné de vol et possiblement impliqué dans la mort de Madame Rosalind Howard. Miss Marple, debout près de son joli portail de jardin alors que la voiture de police passait, regardait la scène se dérouler. Peter, le visage blanc et figé, a été conduit dans le véhicule par un agent au visage rouge. Madame Laverton le suivit, se tordant
les mains son chapeau de travers. Un petit groupe de villageois s'était rassemblé, pas ouvertement hostile, mais vigilant et curieux. De la même manière, pensa tristement Miss Marple, que les gens regardaient un incendie consumer la maison d'un voisin, avec un mélange de fascination et d'assurance. Alors que la voiture disparaissait au coin de la rue, la voisine de Miss Marple, Miss Blodgett, s'est approchée d'elle. « Terrible affaire, murmura-t-elle. Quand même, il vaut mieux que ce soit réglé rapidement. Vous ne pensez pas, Miss Marple ?» Miss Marple sourit poliment. « Les règlements rapides, ma... » Chère Miss Blodgett, laisse souvent des pierres importantes laissées de côté. Miss Blodgett, qui préférait que ces pierres soient fermement en place, émit un bruit évasif et se retira à l'intérieur. Miss Marple resta près de la porte un moment de plus, son esprit tournant rapidement. L'arrestation de Peter a satisfait au besoin de fermeture du village, mais le véritable meurtrier, s'il est toujours libre, pourrait désormais devenir négligent ou désespéré. Elle avait l'intention d'être prête pour l'un ou l'autre. Ce soir-là, Miss Marple assista à la réunion du conseil de village organisée à la hâte à la salle paroissiale. Officiellement, la réunion concernait la poursuite des activités de la fête et le bon décaissement des fonds récoltés. Officieusement, bien sûr, c'était l'occasion pour les villageois d'exprimer leurs craintes et leurs jugements. La salle était bondée, l'ambiance tendue. M. Green, qui présidait la réunion, a frappé inutilement fort avec son marteau et a rappelé à l'ordre. « Il faut aller de l'avant », a-t-il déclaré. « Nous ne devons pas permettre que cette tragédie éclipse nos efforts. Je propose que nous établissions un fonds commémoratif au nom de Madame Howard, un banc peut-être, sur le green. » Il y eut un accord murmuré. « Et les recettes restantes de la fête, a-t-il poursuivi, doivent être comptées et correctement attribuées. Nous ne pouvons pas laisser le scandale toucher le fond. Cela a donné lieu à une discussion plus vigoureuse. Madame Hartnell a suggéré de placer l'argent dans une fiducie. Madame Price pensait que cela devrait aller directement sur le toit de l'église. Plusieurs autres ont débattu de l'autorité compétente pour le superviser. Tout au long du débat, Miss Marple resta assise tranquillement, observant les visages. L'argent est toujours un sujet révélateur. Elle remarqua avec un léger pincement de la bouche à quel point certains individus, parmi lesquels M. Green, étaient devenus tendus à l'évocation de la vérification des recettes de la fête. Ce n'était pas, pensa-t-elle, la culpabilité pour meurtre qui les troublait, mais quelque chose qui se rapprochait davantage d'un embarras banal ou d'une petite malhonnêteté. Pourtant, la nature humaine ne se compartimente pas facilement. Une personne qui fait des économies avec de l'argent pourrait, sous une provocation suffisante, faire des économies également. Après la réunion, alors que les villageois se dispersaient dans l'air frais de la nuit, Miss Marple se retrouva à marcher aux côtés du docteur Arkwright. « Une triste affaire, dit-il brusquement. Et le garçon est fichu, je suppose. » Miss Marple le regarda. « Le pensez-vous, docteur ?» Il hésita. « Il semble le plus probable, n'est-ce pas ?»« Et pourtant, dit doucement Miss Marple, le plus probable s'avère souvent improbable. » Le docteur Arkwright sourit faiblement, même si cela n'atteignit pas ses yeux. « Tu ne penses pas qu'il l'a fait ? Je préfère attendre, » a déclaré Miss Marple, « et observe. » « Tu es toujours en train de rassembler tes théories, hein ?» dit le docteur avec une pointe de moquerie. Miss Marple rit. « On apprend beaucoup en tricotant, docteur, des modèles émergent. » Elle lui souhaita bonne nuit à son portail et resta debout un moment, l'air frais effleurant ses joues. Quelque chose lui tira la mémoire, une conversation entendue, un détail ignoré à l'époque. Le parfum. Lors de la fête, avant l'agitation, autour de l'argent de Madame Laverton, Miss Marple se souvenait avoir vu Madame Price s'affairer autour des tables, redresser les tasses, discuter avec les invités, Dame Price, qui portait toujours une eau de rose lourde et sucrée, et pourtant, ce jour-là, avait une odeur subtilement différente, plus léger, plus nette. Serait-ce possible, ou était-elle aussi en train de chasser les ombres? Miss Marple entra à l'intérieur, l'esprit tourbillonnant. Non, elle ne doit pas tirer de conclusions hâtives. La vérité, comme la bonne dentelle, doit être patiemment extraite d'un enchevêtrement de fils. Le lendemain matin, Little Witham fut un nouveau choc. L'agent Barnes, jeune et sérieux, apparut à la porte de Miss Marple à 8h30, son casque maladroitement serré dans ses mains.
Miss Marple, dit-il à bout de souffle, un autre vol ou peut-être une tentative de vol a eu lieu. Miss Marple l'invita à entrer, mettant de côté son plateau de petit déjeuner. Dis-moi, mon cher garçon, c'est la boutique de Madame Price, dit Barnes, trébuchant presque sur ses mots. Fenêtre brisée, tiroir-caisse forcé. Quelqu'un est entré par effraction pendant la nuit, mais ils n'ont pas pris grand-chose, juste quelques livres. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Est-ce que quelque chose d'autre a été dérangé? Curieusement, madame, l'exposition de parfums. Juste ceux que Madame Price garde pour les touristes. Ah, dit Miss Marple. Barnes hésita. L'inspecteur dit qu'il pourrait s'agir d'enfants, étant donné que la plupart des gens de Peter Laverton aimaient s'amuser. Mais demanda doucement Miss Marple. Mais d'une manière ou d'une autre, ça ne semble pas bien. Ah, chance, avouait Barnes, trop délibéré. Miss Marple se leva, son tricot abandonné. Montre-moi, dit-elle vivement. Là, au milieu des verres brisés et des cartons éparpillés, Miss Marple s'agenouilla et examina l'étalage des parfums. Elle ramassa une petite bouteille fissurée mais toujours intacte. L'étiquette, bien que tachée, était lisible. Étoile d'or. Elle se redressa, son cœur battant plus vite. Un parfum rare, cher. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète au hasard dans une pharmacie de village. Non, cela a été amené ici pour une raison. Quelqu'un l'avait voulu. Ou il fallait cacher quelque chose. Un parfum, un souvenir, un meurtre. La vitrine brisée de la boutique de Madame Price brillait brusquement sous le soleil du matin. L'agent Barnes se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre, tandis que Miss Marple se redressait après avoir examiné attentivement les flacons de parfum. En réalité, il n'y a pas grand-chose de perdu, répéta-t-il, impuissant, comme s'il essayait de se convaincre. Miss Marple épousseta ses mains gantées l'une contre l'autre. Et pourtant, dit-elle pensivement, c'est la nature de ce qui a été perturbé qui m'intéresse, pas la quantité. Barnes rougit. L'inspecteur Craythorne dit que c'est juste du hooliganisme. Les amis de Peter Laverton, peut-être. Miss Marple, les yeux brillants derrière ses lunettes, ne dit rien. Elle se contenta de pencher la tête vers l'étalage confus où les parfums étaient renversés. « Dites-moi, Barnes, dit-elle, ce présentoir était-il verrouillé ?»« Oh, oui, madame, balbutia-t-il. Madame Price l'a dit. Petite vitrine, clé derrière le comptoir. Et pourtant, quelqu'un a réussi à l'ouvrir avec précaution avant de briser la vitre. » Barnes fronça les sourcils, réalisant lentement. Miss Marple fit un petit signe de tête satisfait. Le fracas de la fenêtre était une réflexion secondaire, destinée à faire croire qu'il s'agissait d'un simple cambriolage. Mais le véritable objectif était bien plus précis. Elle s'agenouilla de nouveau, étudiant la poussière sur l'étagère. Un endroit, la deuxième rangée, près du fond, était nettement plus propre que les autres. Une forme rectangulaire en bois plus clair montrait l'endroit où quelque chose avait été retiré avec soin. « Il manque une bouteille », murmura-t-elle. Les autres se sont contentés de frapper pour donner l'impression d'être maladroits. Barnes s'accroupit à côté d'elle, plissant les yeux. « Mais pourquoi voler du parfum, madame ?» Miss Marple se redressa, son visage inhabituellement grave. « Parce que, mon cher Barnes, parfois une odeur peut être aussi dangereuse qu'une empreinte digitale. » Barnes avait l'air complètement déconcerté, mais Miss Marple n'a pas donné plus de détails. Elle n'avait pas encore l'intention de partager tous ses soupçons, pas avant d'en être certaine. Au lieu de cela, elle remercia gentiment le jeune agent et traversa la place du village à un rythme plus rapide que d'habitude. À la maison, elle s'assit dans son salon, un petit cahier ouvert sur ses genoux, et commença à écrire. Fait jusqu'à présent, Madame Howard, vue vivante à la fête. S'apportant un parfum distinctif, parfum remarqué près du sac de Madame Laverton. Incident de vol pour un parfum parfumé à nouveau noté près du corps. La boutique de Madame Price cambriolée, affichage du parfum perturbé, bouteille spécifique manquante, d'autres déplacés pour distraction. Hypothèse, une personne présente à la fête portait ou acquérait le même parfum. Cette odeur est désormais dangereuse, risque d'identification. Effraction dans le magasin, effort pour récupérer, corrompre, des preuves. Elle tapota le bout de son crayon contre son menton. Qu'avait-elle entendu à la fête? Quelle remarque fortuite, quel regard insouciant pourrait donner la clé? Elle se souvenait de Madame Hartnell s'occupant des décorations florales de la table.
Madame Laverton réprimandant haut et fort la qualité des scones. La nièce du vicaire, riant derrière les tasses de thé. Et puis, oui, Miss Sylvia Cartwright, la maîtresse d'école, avait admiré les prix de la fête, des conserves, des travaux d'aiguille et une petite boîte de parfums français, des dons du cousin de Madame Price qui tenait une boutique à Londres. Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés. Il était tout à fait possible que quelqu'un ait acquis une bouteille de Étoile d'Or à la fête elle-même, que ce soit en la gagnant, en l'achetant ou en prenant possession d'une autre manière. Était-ce le propre parfum de Rosalind Howard ou un doublon? Miss Marple se leva vivement et alla chercher son plus beau chapeau de paille sur le stand du hall. Il était temps de rendre visite à Miss Cartwright. Miss Sylvia Cartwright occupait un modeste ensemble de pièces au-dessus de l'école du village. Lorsque Miss Marple arriva, elle était en train de poser un plateau de tasses à thé sur une petite table près de la fenêtre. « Mademoiselle Marple », dit-elle, clairement surprise, mais se remettant rapidement. « Quelle belle surprise !» « Et un si belle après-midi pour savourer une tasse de thé », dit chaleureusement Miss Marple en s'asseyant. Ils parlèrent à la légère pendant quelques minutes. Des écoliers, de la météo, des efforts en cours pour réparer le toit de l'église. Miss Cartwright semblait désireuse de garder la conversation superficielle, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle versait le thé. Enfin, Miss Marple dit, avec une feinte innocence, « Je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler, ma chère, que vous admiriez les prix de la fête. Ces petits flacons de parfum, si élégants. » La tasse de Miss Cartwright claqua contre sa soucoupe. « Oui, dit-elle, très gentille cousine de Madame Price, bien au-delà de nos offres habituelles de village. »« En effet, » a déclaré Miss Marple, « en avez-vous acheté un ?» Miss Cartwright hésita juste un peu trop longtemps, avant de secouer la tête. « Non, » dit-elle précipitamment, « ils ont été capturés avant que j'en ai eu l'occasion. Je ne les admirais que de loin. » Miss Marple sourit et sirota son thé. « Je comprends, » dit-elle. « De telles choses ne sont pas faciles à obtenir, à moins, bien sûr, que l'on ait une raison de visiter Londres. » Encore une fois, cette petite lueur de malaise dans l'expression de Miss Cartwright. « Je ne suis pas allée à Londres depuis des mois, » dit-elle fermement. Miss Marple accepta cela avec un signe de tête agréable et ramena la conversation sur la fête et les événements qui l'entouraient. Elle a posé des questions anodines sur qui était près de la table des gâteaux, qui aidait à la tombola, qui servait les thés. Miss Cartwright répondit assez facilement, même si certaines lacunes dans ses souvenirs remarquèrent Miss Marple. De petites incohérences dans le timing, le placement des personnes. Rien de précis. Pas encore, mais l'instinct de Miss Marple, aiguisé par des décennies d'observation de la nature humaine, lui a murmuré que Miss Cartwright cachait quelque chose lié au parfum, quelque chose lié au meurtre. En prenant congé, Miss Marple s'arrêta en haut des marches de l'école, admirant les rangées de jonquilles que Miss Cartwright avait plantées dans l'étroit jardin. « Vous avez un don pour la beauté, ma chère, » dit-elle, un peu comme Madame Howard à sa manière. Miss Cartwright, debout sur le seuil, resta immobile. Miss Marple fit un léger signe de tête et se dirigea vers le chemin. Derrière elle, elle sentit le poids du regard de Miss Cartwright. Méfiant, incertain. Cela confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Ce soir-là, le village vibra de nouveau de la nouvelle que les comptes de la fête, hâtivement vérifiés, présentaient des divergences. Plusieurs livres, peut-être jusqu'à 10, manquaient à l'appel. Madame Hartnell, scandalisée, a insisté pour un deuxième auditme. Green a vanté que des erreurs aussi mineures étaient inévitables. Miss Marple écoutait tranquillement et ne disait rien. Elle a compris que l'argent manquant n'était qu'une partie du puzzle. Un crime mineur en masquait un plus grave. Pendant ce temps, l'inspecteur Craythorne, toujours concentré sur Peter Laverton, préparait des accusations formelles. Ce fut une grave erreur. Le véritable tueur était libre, et l'odeur de la culpabilité comme le parfum persistait dans l'air. Tard dans la nuit, alors que Miss Marple était assise près de son foyer, le calme interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge de la cheminée, on frappa doucement à sa porte. C'était la mère de Peter Laverton, Madame Laverton, le visage pincé et pâle. « S'il vous plaît, Miss Marple, » murmura-t-elle. « Ils veulent ruiner mon garçon. Vous croyez ? En lui, n'est-ce pas ? Vous devez le faire. » Miss Marple se leva et entraîna la femme à l'intérieur, l'installant doucement près du feu. « Je le crois, »
dit-elle doucement. Mais la croyance seule ne suffit pas. Nous devons trouver la vérité. Madame Laverton serra la main de Miss Marple. Je ferai n'importe quoi, dit-elle d'une voix brisée. Miss Marple hocha la tête. Alors écoute attentivement, dit-elle, sa voix comme de l'acier enveloppé de velours, parce qu'il est temps de tendre un piège. Le véritable meurtrier s'était caché derrière des ombres et des mensonges commodes. Désormais, Miss Marple utiliserait ces mêmes ombres pour les attirer vers la lumière. Le lendemain de la visite en larmes de Madame Laverton, elle trouva Miss Marple assise dans son salon soigné, une théière fumante à côté d'elle et une nouvelle pelote de fil bleu pâle s'effilochant régulièrement sur ses genoux. À l'extérieur, le village de Little Witham vivait dans une normalité forcée. Fenêtres nettoyées, paillassons battus, bacs à fleurs agités avec une énergie désespérée. Mais sous la surface, la peur et la suspicion bouillonnaient, comme un courant invisible. Peter Laverton est resté en détention, même si aucune accusation formelle n'a encore été portée. L'inspecteur Crichton, sentant sur ses épaules la pression d'une affaire non réglée, était devenu brusque et sur la défensive. Miss Marple, cependant, s'est montrée patiente. Elle a compris que la véritable résolution nécessitait un satissage minutieux, et non un matraquage. Et maintenant, enfin, les fils de la tapisserie commençaient à révéler leur véritable motif. Il était temps de commencer à tirer. Le premier appel de Miss Marple de la journée fut au Rose and Crown, le seul pub du village, où elle demanda une conversation tranquille avec M. Price, le mari du maître de poste. M. Price, gros et fleuri, s'essuya nerveusement les mains sur son tablier alors qu'il la conduisait à un stand du coin. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en se forçant à sourire. « Quelque chose pour lequel je peux t'aider ?»« Je l'espère, » dit doucement Miss Marple. « J'ai entendu dire, Monsieur Price, que vous avez été très actif dans la collecte d'impressions locales concernant la mort de la pauvre Madame Howard. Monsieur Price rit avec inquiétude. « Oh, vous savez ce que c'est, Miss Marple. Les gens parlent. »« En effet, c'est le cas, » approuva Miss Marple. « Et parfois, si l'on écoute attentivement, ils révèlent plus que prévu. » Monsieur Price rougit. « Je suis sûr que je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Miss Marple se pencha légèrement, baissant la voix. « Vous voyez, Monsieur Price, il serait très utile de savoir qui exactement a été vu en train de se disputer avec Madame Howard dans les jours précédant sa mort. » Monsieur Price s'est léché les lèvres. « Eh bien, maintenant, on a parlé, vous savez, à propos de Monsieur Green et du jeune Peter, bien sûr, et, eh bien, du Dr. Arkwright. » Dr. Arkwright. Les sourcils de Miss Marple se haussèrent. « Oui, » a déclaré Monsieur Price avec empressement. Sylvia Cartwright, la maîtresse de l'école, a mentionné les avoir vus. Elle a dit qu'ils avaient eu des mots à l'extérieur du presbytère un après-midi. Madame Howard était très bouleversée. « Comme c'est curieux, » murmura Miss Marple. D'autant plus que le docteur Arkwright n'en a fait aucune mention. Monsieur Price avait l'air mal à l'aise. Ça ne semblait pas important, je suppose. Miss Marple sourit. Gentiment, et lui tapota la main. « Tout est important, Monsieur Price, tout. » Elle le laissa l'air troublé et se dirigea vers sa prochaine destination. L'opération. Le docteur Arkwright l'a reçu dans son cabinet de consultation, les manches retroussées, l'expression soigneusement neutre. « Miss Marple, » dit-il en se levant. « Que puis-je faire pour toi? Je me demandais si je pouvais avoir un moment de votre temps, » a déclaré Miss Marple. Concernant Madame Howard, il se raidit presque imperceptiblement. Bien sûr, elle s'assit en face de lui, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. « Je comprends, » dit-elle, « que vous et Madame Howard avez eu un désaccord peu avant sa mort. » Les yeux du docteur Arkwright se plissèrent. « Qui t'a dit ça ?» Miss Marple sourit avec bienveillance. « Oh, vous savez comment les nouvelles voyagent dans un village, docteur, comme des ondulations sur un étang. » Il expira brusquement. « Ce n'était rien, une divergence d'opinion. Elle voulait que je soutienne son projet de construire un nouveau spa sur l'ancien moulin. Elle a dit que cela apporterait la prospérité au village. Je n'étais pas d'accord. « Fortement ?» demanda gentiment. « Miss Marple. » Il haussa les épaules. « J'ai dit que je pensais que cela ruinerait le caractère du village. Elle ne l'a pas bien pris. Et est-ce que le désaccord s'est arrêté là ?» Il hésita. Elle était persistante. Elle a laissé entendre qu'elle pourrait utiliser d'autres moyens pour parvenir à ses fins. L'influence, l'argent. Je lui ai dit de me laisser en dehors de ça.
Et après ça? Rien, je l'ai évité. Miss Marple hocha la tête pensivement. Et pourtant, tu as assisté à la fête. Obligation, dit-il sèchement. Elle s'est levée. Merci, docteur. Vous avez été très utile. Il la regarda partir avec une expression réservée. Miss Marple, revenant vers la lumière du soleil, sentit un picotement de certitude le long de sa colonne vertébrale. Le docteur Arkwright avait menti, non pas sur la querelle elle-même, peut-être, mais sur sa signification. Et ce n'était pas le seul mensonge, raconté à Little Whiteham. Son prochain appel fut au presbytère, où le révérend M. Hughes l'accueillit dans le salon frais et ombragé. « J'espère, Miss Marple, que vous pourrez apporter un peu de clarté à cette terrible affaire, dit-il sincèrement. « Je ferai de mon mieux, dit gentiment Miss Marple. « Dites-moi, vicaire, pendant la fête, avez-vous vu Madame Howard converser? Avec quelqu'un en particulier? » M. Hughes fronça les sourcils. « Elle a parlé avec beaucoup de gens, bien sûr. Mais maintenant que vous en parlez, elle a eu une discussion assez intense avec Madame Laverton. Près de la table à gâteaux, je crois. » En effet, Miss Marple se pencha en avant. « Oui, Madame Laverton semblait assez agitée. J'ai supposé que c'était à cause des indiscrétions de jeunesse de Peter. Rosalind avait une façon de intimider les gens. L'esprit de Miss Marple s'emballait. Une autre confrontation, un autre motif possible. Avez-vous entendu quelque chose ?» Le vicaire secoua la tête avec regret. Seulement des fragments. Quelque chose concernant des secrets, qu'il vaut mieux garder secrets. Miss Marple serra fermement ses mains. Il vaut mieux garder les secrets sous silence. Cela pouvait signifier presque n'importe quoi, et c'était souvent le cas. Elle remercia le vicaire et partit, la tête tournoyée par les découvertes de la matinée. Cet après-midi-là, elle a écrit 3 noms dans son carnet. Dr. Arkwright, irrité par la pression et le chantage. Madame Laverton, désespérée de protéger son fils ou elle-même. Mademoiselle Cartwright, cachant quelque chose lié au parfum. 3. Suspect sérieux. Et aucun, pensa sombrement Miss Marple, n'avait encore montré son vrai visage. Il était temps de leur forcer la main. Le plan de Miss Marple était simple dans sa conception et délicat dans son exécution. Elle a passé la soirée à rédiger une série de notes anonymes, une écriture soigneusement déguisée, une formulation conçue pour provoquer, et a fait en sorte qu'elle soit remise, par l'intermédiaire d'un garçon sympathique du village, à chacun des 3 suspects. Chaque note contenait un message similaire. « Vous avez été vu près de Madame Howard le jour de sa mort. Vous connaissez la vérité. Retrouvez-moi à la fête verte après la tombée de la nuit, où la vérité éclatera. » Miss Marple, quant à elle, se postait à l'ombre du cimetière, parfaitement placée pour observer la fête verte sans être vue. À l'heure dite, elle attendit, et un à un, ils sont venus. Tout d'abord, le docteur Arkwright, le col de son manteau, relevé, jetant un coup d'œil furtif autour de lui. Puis Madame Laverton, bougeant avec une hésitation craintive, se tordant les mains. Et enfin Miss Cartwright, marchant d'un pas vif, la tête haute, mais s'arrêtant au bord du green comme si elle n'était pas sûre. 3 chiffres, 3 types de culpabilité différents. Miss Marple sourit intérieurement, dans le noir. C'était comme elle l'avait espéré. Il ne lui restait plus qu'à observer et à écouter. Déjà des voix s'élevaient, urgentes, passionnées. Elle en a attrapé des bribes, chantage. Pourrait nous ruiner. Je dois me taire. Elle s'enfonça encore plus dans l'ombre, le cœur battant régulièrement. Il ne s'agissait pas d'une simple confrontation entre un seul meurtrier. C'était une toile tissée de secrets, de peurs et de marchés désespérés. Et, quelque part dans cette toile, le véritable tueur attendait. Mais pas pour longtemps. Les doigts de Miss Marple, bien que raides par l'air froid de la nuit, tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais de tranquille satisfaction. La fin du jeu avait commencé. Miss Marple restait cachée dans l'ombre profonde du mur du cimetière, observant attentivement les 3 personnages se déplaçant avec inquiétude sur le terrain de fête. Le docteur Arkwright allait et venait, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau. Madame Laverton se tordait les mains gantées, son chapeau glissant. D'un côté, dans sa détresse, Miss Sylvia Cartwright restait en retrait au bord du green, sa silhouette élancée, tendue, la tête pivotant nerveusement comme si elle s'attendait à moitié à une embuscade. Les voix montaient
et descendaient en chuchotements pressants, des bribes de phrases parvenant aux oreilles attentives de Miss Marple. « Et si quelqu'un nous voyait? Nous avons juré de garder le silence. Ce n'est pas ma faute. » La confrontation atteignait son paroxysme. Chacun portait ses propres secrets, ses propres peurs, et chacun, Miss Marple le savait, pouvait être poussé à la témérité si on le pressait trop fort. Mais avant qu'une véritable révélation puisse sortir de leurs lèvres, un autre personnage est apparu. Sortant de l'obscurité, se déplaçant rapidement et résolument, l'agent Barnes est sorti, une lanterne balançant d'une main et une matraque dans l'autre. « Qu'est-ce que c'est alors » appela-t-il, sa voix traversant la nuit tendue comme un couteau. « Que faites-vous ici à cette heure » Les trois suspects sursautèrent comme s'ils étaient frappés. Miss Cartwright poussa un petit hoquet. Madame Laverton s'affaissa visiblement, de soulagement, comme si le verdict avait été retardé. Le docteur Arkwright s'est rétabli le premier. « Patrouille du soir, n'est-ce pas, agent de police ?»« Bon homme. Vous devriez escorter ces dames chez elles. Il est dangereux pour elles d'être seules dehors. » Barnes, les regardant avec méfiance, hésita. Miss Marple, réalisant que l'opportunité d'une confession spontanée s'était évaporée, soupira doucement. Parfois, la nature humaine avait besoin d'être soigneusement entretenue pour révéler ses vérités les plus sombres. Un coup de projecteur soudain n'a fait qu'enfoncer la culpabilité encore plus profondément. Pourtant, elle avait appris quelque chose. Aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que d'autres arrivent. Chacun croyait être convoqué seul. Et leurs réactions, bien que variées, n'avaient pas été celles de véritables innocents. Alors que le petit groupe se dispersait, Miss Marple resta cachée un moment de plus, réfléchissant à son prochain mouvement. Et c'est à ce moment précis qu'elle l'a vu. Une silhouette plus petite, plus légère, s'éloignant de l'autre côté du terrain de fête, invisible aux gendarmes Barnes ou aux autres. Une quatrième présence. Quelqu'un qui était venu écouter ou intervenir. Le pouls de Miss Marple s'accéléra. Ce n'était pas une coïncidence. Le lendemain matin, le ciel était gris et lourd de brume, comme si le village lui-même s'affaissait sous le poids de ses secrets. Miss Marple, après un bref et satisfaisant petit déjeuner composé d'œufs durs et de pain grillé, a de nouveau rendu visite au Rose and Crown. Cette fois, elle a demandé, avec désinvolture, des nouvelles du jeune Freddie Benton, un garçon de 16 ans qui aidait au pub et était connu pour sa nature curieuse. M. Price rit tristement. Celui-là, il a des oreilles comme une chauve-souris. Si quelque chose se passe, vous pouvez être sûr que Freddie le sait. Comme c'est intéressant, dit chaleureusement Miss Marple. Et où pourrais-je le trouver ce matin? Monsieur Price s'est gratté la tête. Dehors en train de fendre du petit bois, j'imagine. Miss Marple le remercia et se dirigea vers la cour arrière, où elle trouva le jeune Freddie en train de balancer une petite hache avec une imprécision enthousiaste sur un tas de bois. « Bonjour, Freddie » appela-t-elle. Il sursauta en rougissant. « Bonjour, Miss Marple » Elle sourit gentiment. « Une matinée fraîche pour un travail aussi vigoureux. Je me demande si vous pourriez m'accorder un moment. » Freddie s'essuya les mains avec son pantalon et hocha la tête. Miss Marple baissa la voix en toute confidentialité. « Je crois que tu étais sur le green hier soir. » Les yeux de Freddie s'écarquillèrent et sa bouche s'ouvrit pour protester, mais Miss Marple leva la main. « Inutile de le nier. Je ne suis pas fâché, mon cher garçon. En fait, je suis très heureux que tu sois là, parce que tu as peut-être vu quelque chose de très important. » Freddie hésita, puis baissa la tête. « Je voulais seulement savoir ce qui se passait. Je ne voulais pas de mal. »« Bien sûr que non, » dit Miss Marple d'un ton apaisant. « Qu'as-tu vu » Freddie remua les pieds. « Eh bien, après le départ des autres, le médecin, Madame Laverton et Miss Cartwright, il y avait quelqu'un d'autre. »« Oui » demanda Miss Marple. « Un homme, » dit Freddie, la voix se transformant en un murmure. « Grant, il portait un manteau sombre. Il se cachait derrière le vieux chêne près de la verdure. » Le cœur de Miss Marple fit un petit bond. « Un homme, » dit-elle pensivement. « Et qu'a-t-il fait » Freddie déglutit. « Il est allé là où les trois parlaient, et il a ramassé quelque chose de petit, puis il s'est enfui vers les bois. L'esprit de Miss Marple s'emballait. Des preuves, rejetées ou abandonnées lors de la confrontation, avaient été récupérées par ce personnage inconnu. Quelqu'un essayait de brouiller les traces, et ce n'est pas un hasard si l'on avait parlé du même étranger. Avant le meurtre de Rosalind Howard, un homme en manteau sombre,
cachette. Mais s'il était véritablement un étranger, pourquoi était-il resté caché tout ce temps? À moins qu'il ne soit pas du tout un étranger, à moins qu'il n'appartienne au village. Forte de ces nouvelles connaissances, Miss Marple rentra chez elle pour reconsidérer sa liste de suspects. Le docteur Arkwright, Madame Laverton et Miss Cartwright avaient chacun des motivations claires, des craintes cachées et des secrets enchevêtrés. Mais qui d'entre eux, ou parmi les autres, a eu la ruse et l'audace d'orchestrer le vol, la manipulation et le meurtre? Elle se servit une nouvelle tasse de thé et ouvrit son cahier. Son regard tomba sur un détail presque oublié, l'argent manquant. Tout le monde pensait que Peter Laverton l'avait pris, mais, et s'il ne l'avait pas fait? Et si l'argent avait été récupéré par quelqu'un d'autre, et que Peter avait simplement été le bouc émissaire commode? Un bouc émissaire que Rosalind Howard aurait pu découvrir, un bouc émissaire qui avait paniqué. Cet après-midi-là, Miss Marple a fait une visite tranquille du village sous prétexte de livrer de petits cadeaux, confiture maison, pot pourri, mouchoirs tricotés. Son véritable objectif, cependant, était plus subtil. Elle a observé attentivement les villageois, leurs expressions, leurs réactions aux conversations polies, les petites trahisons du langage corporel qui révélaient la culpabilité, la peur ou le calcul. Et peu à peu, petit à petit, une nouvelle image a commencé à se former. L'argent manquant, l'étrange odeur du parfum, la tentative de vol au magasin, le rassemblement nocturne sur le green de la fête, la silhouette tapie, récupérant un objet accablant. Ils étaient tous connectés, et le centre de la toile n'était pas Peter Laverton, ni même les suspects évidents. C'était quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un qui savait manipuler les apparences, quelqu'un qui avait presque réussi. Ce soir-là, alors que la brume s'épaississait et que les lampes du village brillaient comme des étoiles douces, Miss Marple se dirigea vers le presbytère, pour la réunion prévue du comité de fête, une réunion hâtivement reconvertie pour aborder les récents bouleversements. La pièce bourdonnait de tension lorsque Miss Marple entra. Elle remarqua la façon dont les yeux se détournaient d'elle, comment la conversation hésitait et s'éteignait. Il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'elle se rapprochait. Elle prit place à table, lissant sa jupe, et attendit. J'ai attendu le dernier indice, le dénouement final. Et puis c'est arrivé. Madame Hartnell, occupée avec une liasse de minutes, a accidentellement renversé une petite bouteille de son sac à main. Il roula sur le sol et s'arrêta aux pieds de Miss Marple. Elle se pencha pour le ramasser et se figea. C'était une bouteille de Étoile d'or parfum, encore à moitié plein, toujours avec cette légère odeur indubitable qui s'accrochait à la mort elle-même. Miss Marple se leva lentement, la bouteille à la main, et regarda Madame Hartnell de l'autre côté de la pièce, qui la regardait avec une terreur glacée. À cet instant, tout s'est mis en place. Le vol, les mensonges, la manipulation. C'était elle depuis le début. Madame Hartnell, si animée, si serviable, si omniprésente, s'était cachée à la vue de tous. Mais pourquoi et jusqu'où irait-elle pour se protéger? Miss Marple rangea soigneusement la bouteille dans son sac à main et sourit gentiment. Le temps de l'observation tranquille touchait à sa fin. Le temps de la révélation était proche. Miss Marple quitta la réunion du presbytère avec son sac à tricot soigneusement rangé sous un bras. La petite bouteille de Étoile d'or cachée en toute sécurité dans ses plis. La légère odeur du parfum s'accrochait à elle, alors qu'elle marchait d'un pas vif dans les rues brumeuses du soir de Little Witham, mais elle n'y prêtait pas attention. Ses pensées étaient ailleurs, courant régulièrement, méthodiquement. Madame Hartnell. Cela semblait presque incroyable au début. Madame Hartnell, respectable et efficace, pilier du comité de fête, organisatrice infatigable de thés religieux et de ventes aux enchères caritatives. Mais Miss Marple savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Dans les villages, elle avait souvent constaté que les gens les plus déterminés à entretenir une image de droiture étaient ceux qui recelaient les secrets les plus sombres. Et Madame Hartnell avait un mobile féroce et désespéré. L'argent. De la fête manquant, discrètement détourné sous couvert de confusion organisationnelle, Rosalind Howard, avec son œil aiguisé et sa langue plus acérée, n'aurait pas manqué de remarquer des écarts. Et compte tenu de sa cruauté cosmopolite, elle n'aurait pas non plus hésité à menacer d'être révélée.
Une exposition qui aurait ruiné la réputation soigneusement cultivée de Madame Hartnell, sa position dans le village, sa perception d'elle-même. Miss Marple pouvait imaginer la confrontation, les accusations méprisantes de Rosalind, les supplications désespérées de Madame Hartnell. Une lutte, un accident peut-être au début, ou peut-être pas, et puis panique, vol, tromperie. Le parfum était utilisé pour détourner les soupçons, ou peut-être laissé accidentellement sur place, puis récupéré frénétiquement. Le cambriolage du magasin avait désormais du sens. Madame Hartnell, réalisant trop tard qu'un lien avec le parfum rare pourrait l'incriminer, avait organisé un cambriolage maladroit pour brouiller la piste. Oui, cela correspondait, mais savoir ne prouvait pas. Miss Marple, expérimentée dans l'art, subtile de la justice villageoise, savait qu'elle devait agir avec une extrême prudence. Madame Hartnell ne l'avouerait pas facilement. Il fallait la conduire, étape par étape, vers un endroit où sa propre panique la révélerait. Cela demanderait de la patience et un piège. Le lendemain se leva froid et clair, la brume des jours précédents brûlée par un vif soleil printanier. Miss Marple, après mûre réflexion, a mis son plan à exécution. Elle commença par de petites démarches apparemment innocentes. Une visite au cottage de Madame Laverton, sous prétexte de rendre un roman emprunté, un mot avec le vicaire sur l'importance d'un audit complet des fonds de la fête, une suggestion discrète à la poste que la police pourrait bientôt mener de nouvelles enquêtes. Chaque mot, chaque action était calculé pour remuer les eaux stagnantes du village. Et en effet, les répercussions se sont propagées rapidement. À midi, la nouvelle était partout dans Little Witham. L'enquête sur la mort de Rosalind Howard était en train de rouvrir, et cette fois, l'attention ne se porterait pas uniquement sur le pauvre Peter Laverton. En milieu d'après-midi, le véritable pari de Miss Marple commença. Elle fit directement appel à Madame Hartnell. La maison de Madame Hartnell, loge au Romarin, était une petite demeure soignée avec des fenêtres à rideaux de dentelle et une allée bordée de primes verts jaunes. Il dégageait un air d'ordre implacable, tout comme sa maîtresse. Madame Hartnell elle-même a ouvert la porte, le visage rouge et tendu par une anxiété qu'elle a essayé, en vain, de cacher. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-elle d'une voix aiguë. « Entrez. »« Merci, chérie, » dit agréablement Miss Marple en entrant. Ils s'installèrent dans le salon, où un faible feu couvait dans la cheminée et où l'odeur lourde de la lavande flottait dans l'air. Miss Marple accepta une tasse de thé trop cuit et la sirota délicatement, tout en observant son hôtesse par-dessus le bord de la tasse. Après quelques instants de niaiserie polie sur le temps et les affaires de l'église, Miss Marple orienta doucement la conversation vers la fête. « Tellement d'excitation, » dit-elle, en secouant la tête. « Pauvre Madame Howard, une fin si épouvantable. » Madame Hartnell gloussa avec sympathie. « Très malheureux. »« Très. Et maintenant ?» continua Miss Marple d'une voix désinvolte. « Il semble que la police se soit intéressée à certaines irrégularités. Pas seulement le meurtre remarqué, mais aussi les comptes de la fête. » Madame Hartnell se raidit. Sa tasse de thé claqua légèrement contre la soucoupe. « Des irrégularités ?» répéta-t-elle sèchement. Miss Marple hocha la tête sereinement. « Oh oui, des fonds manquants et, assez intrigants, une odeur particulière remarquée sur les lieux du crime. Un parfum rare, dit-on, étoile d'or. » La main de Madame Hartnell se contracta. Miss Marple appuya doucement. Un parfum si distinctif. Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre dans un petit village comme le nôtre. On pourrait presque le retracer jusqu'à son propriétaire, voyez-vous. Madame Hartnell éclata de rire. Un rire cassant et tendu. « Je suis sûre que je n'en sais rien, » dit-elle précipitamment. « Je ne porte que de l'eau de lavande, tout le monde le sait. »« Bien sûr, » dit gentiment Miss Marple. « Pourtant, des accidents arrivent. Un cadeau, peut-être? Un échantillon des prix de la fête ?» Madame Hartnell se leva brusquement. « Voudriez-vous encore un peu de thé, Miss Marple? »« Merci, chérie, mais non. » Miss Marple posa sa tasse avec un petit tintement décisif. « En fait, je dois y aller sous peu. Je voulais juste te transmettre un petit conseil. » Madame Hartnell se tourna, la théière tremblant légèrement dans sa main. « Oui ?» Miss Marple sourit, un sourire gentil de grand-mère qui masquait le piège, qui se fermait comme un nœud coulant.
Face à une vérité désagréable, dit-elle doucement, il est de loin préférable de se manifester volontairement. L'alternative, j'en ai bien peur, est toujours pire. Pendant un long moment, Madame Hartnell ne dit rien. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Puis elle posa soigneusement la théière et se laissa tomber dans le fauteuil en face de Miss Marple, le visage se déformant. « Je ne voulais pas, » commença-t-elle, puis s'arrêta. « S'il vous plaît, » dit doucement Miss Marple, « dites-moi. » L'histoire est sortie en phrases saccadées et brisées. Dame Hartnell avait découvert, presque par hasard, qu'une partie des fonds de la fête avait disparu. Une petite somme au début, facilement couverte. Mais lorsque Rosalind Howard était revenue à Little Witham reniflant les comptes, Madame Hartnell était devenue désespérée. Elle avait seulement eu l'intention de la supplier, de lui demander de se taire. Mais Rosalind, fière et dédaigneuse, avait ri. Menacée de la dénoncer publiquement, détruisait sa réputation. Il y avait eu une lutte, une bousculade furieuse. Rosalind était tombée, se cognant la tête contre les pierres brutes derrière la salle des fêtes. La panique avait submergé Madame Hartnell. Elle avait pris le flacon de parfum que Rosalind portait toujours sur elle, le brisant délibérément pour brouiller les preuves. Plus tard, réalisant que l'odeur risquait encore de la trahir, elle s'était introduite par effraction dans le magasin de Madame Price pour voler et brouiller davantage la piste, l'argent de la fête manquant, parti, pris pour couvrir les dommages causés par l'effraction et ironiquement pour remplacer les biens volés de Madame Price. Un enchevêtrement de mensonges, chacun renforcé par la peur. Madame Hartnell sanglotait doucement dans son mouchoir. « Je ne voulais pas que ça arrive, » dit-elle d'une voix rauque. « Je voulais seulement lui faire peur. » Miss Marple était assise tranquillement, laissant les aveux de la femme l'envahir. Ce n'était pas le pardon qu'elle offrait, ce n'était pas à elle de le donner, mais la compréhension, la nature humaine. Elle le savait, était capable d'une cruauté remarquable lorsque l'orgueil et la peur se combinaient. Finalement, Madame Hartnell leva les yeux gonflés et rouges. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle. Miss Marple se leva, les mains fermes. « Vous devez vous adresser à l'inspecteur Craythorne, » dit-elle fermement. « Dites-lui tout, épargnez à Peter Laverton et à sa mère toute souffrance supplémentaire. » Madame Hartnell hocha la tête, brisée. « Je vais. » Miss Marple posa doucement, et une main sur son épaule. « Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. » Et sur ce, elle partit, entrant dans l'air clair de l'après-midi. Le cœur lourd mais résolu, justice, pensait-elle, serait rendue, et le village, bien que marqué, guérirait, mais Little Witham ne serait plus jamais tout à fait le même. Le lendemain matin, Little Witham s'est réveillé dans une atmosphère d'anticipation inquiète. Ce n'était pas officiel, mais tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Les chuchotements couraient comme de l'électricité dans les rues du village. Madame Price, époussetant les étagères de son magasin, a dit à Madame Simmons qu'une arrestation était imminente. Monsieur Green, arrosant ses rhododendrons avec une vigueur inutile, déclara haut et fort que la vérité éclaterait enfin. Même le vicaire a laissé entendre indirectement, pendant les prières du matin, que la justice, tempérée par la miséricorde, doit être notre lumière directrice. Au centre de tout cela, apparemment épargnée par la tempête qui se préparait, se trouvait Miss Marple. Elle était assise à sa place habituelle dans la salle paroissiale cet après-midi-là, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, alors que les villageois se rassemblaient, pour ce qui était en principe une réunion spéciale du comité de fête. Mais ce que tout le monde savait était quelque chose de bien plus important. L'inspecteur Craythorne présidait la salle, le visage rouge et grave. Sa Madame Hartnell était assise à l'écart, pâle et posée, un mouchoir fermement serré dans ses mains. À côté d'elle, Peter Laverton s'agitait nerveusement sous le regard anxieux de sa mère. Les autres villageois remplissèrent la salle, le visage tendu par la curiosité, la peur, et Miss Marple le remarqua avec une certaine tristesse, une mesure non négligeable de satisfaction. Rien ne plaisait autant à un village que le spectacle d'un jugement moral. L'inspecteur s'éclaircit la gorge, le son résonnant dans la pièce silencieuse. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « merci de vous être réunis dans un délai aussi court. Je pense qu'il est préférable que vous entendiez la vérité sur ces récents événements tragiques d'une source fiable. » Il fit une pause et jeta un coup d'œil vers Miss Marple.
Avec une dignité tranquille, elle se leva, mettant son tricot de côté, et se plaça à côté de l'inspecteur. « J'espère que vous me pardonnerez, » dit-elle d'une voix douce mais claire. D'avoir parlé clairement, il y a eu trop de confusion et de souffrance. Elle laissa son regard parcourir la pièce, sur Peter Laverton, si jeune et effrayé, chez Madame Hartnell figée d'effroi, chez les autres, pris entre sympathie et pharisaïsme. « Ce n'est pas Peter Laverton, dit-elle simplement, qui a causé la mort de Madame Rosalind Howard. » Un murmure collectif s'éleva, vite réprimé. Miss Marple a poursuivi. Les événements qui ont conduit à sa mort ont été déclenchés quelques jours avant la fête. Madame Howard, comme beaucoup d'entre vous le savent, s'était intéressée à certaines affaires du village, parmi lesquelles les finances de la fête. Il y a eu des changements inquiétants dans le public. Madame Howard, avec son sens aigu du détail, a remarqué des écarts, de petites sommes portées disparues, des irrégularités. Miss Marple laissa les mots pénétrer. Elle a confronté Madame Hartnell, dit-elle doucement. Pas par méchanceté, mais de cette manière directe et dédaigneuse qu'elle avait fait, sans penser à la profondeur avec laquelle elle avait blessé ceux qui l'entouraient. Elle jeta un coup d'œil vers Madame Hartnell, qui était assise rigide, les lèvres serrées. « Il y a eu une dispute », a déclaré Miss Marple. « Une situation désespérée. Madame Hartnell craignait de perdre sa réputation, sa position dans le village. Il y a eu une bagarre. Et dans cette bagarre, Madame Howard est tombée, s'est cogné la tête et est morte. » Un halètement audible résonna dans la salle. « Madame Hartnell a paniqué », a déclaré Miss Marple, sa voix gentille mais inébranlable. Dans sa terreur, elle a tenté de dissimuler l'incident. Elle a dérangé la table à gâteaux, simulé un vol pour attirer l'attention ailleurs. Plus tard, réalisant que l'odeur du parfum rare de Madame Howard pourrait la relier à la scène, elle est entrée par effraction dans la boutique de Madame Price pour brouiller la piste. Miss Marple fit une pause. « Elle aurait pu réussir, a-t-elle déclaré, sans un petit indice révélateur. Elle fouilla dans son sac à tricot et en sortit le flacon de parfum, le étoile d'or, le tenant à la vue de tous. « Ceci, dit-elle, a été trouvé en possession de Madame Hartnell. Un parfum trop rare pour être acheté ici, identique à celui qui persiste autour du corps de Madame Howard. » Il y eut un silence profond, profond. Madame Hartnell laissa échapper un faible gémissement et enfouit son visage dans ses mains. L'inspecteur Craythorne s'avança. Madame Hartnell a volontairement avoué. Elle sera placée en garde à vue. Je dois demander votre retenue et votre compréhension. Miss Marple inclina la tête et retourna à sa place, le cœur lourd mais stable. La justice était un fruit amer, mais parfois c'était la seule récolte qui restait. Après la réunion, les villageois se sont dispersés lentement, en groupes de conversation chuchotés. Miss Marple resta assise, son tricot intact, tandis que Madame Laverton et Peter s'approchaient. « Miss Marple, » dit Madame Laverton, la voix tremblante, « comment pourrons-nous vous remercier ?» Peter, toujours pâle mais avec une lueur d'espoir revenant dans ses yeux, hocha simplement la tête. « Ma chère, » dit Miss Marple en tapotant la main de Madame Laverton, « ce n'est pas nécessaire. J'aurais seulement souhaité que davantage de mal puisse être évité. » Peter laissa échapper. « Mais comment le saviez-vous, Miss Marple? Tout le monde pensait que c'était moi. » Miss Marple sourit doucement. « Ça n'a jamais été dans ta nature. »« Peter, dit-elle, vous êtes peut-être insouciant comme le sont souvent les jeunes hommes, mais pas cruel. Et la cruauté, je le crains, était nécessaire pour mener à bien ce qui est arrivé à Madame Howard. » Elle jeta un coup d'œil autour, de la salle presque vide, sa voix baissant. « En outre, mon cher garçon, la culpabilité laisse des traces. Les véritables coupables sont intelligents, mais ils oublient de petites choses, comme le parfum qui traîne là où il ne devrait pas être, ou la peur qui se révèle dans une main tremblante. » Elle sourit, un peu tristement. Les gens se révèlent davantage lorsqu'ils s'efforcent de se cacher. Plus tard, alors que Miss Marple rentrait chez elle à travers les ruelles tranquilles, elle réfléchissait aux événements des jours passés. Elle pensa à Madame Hartnell, fière, désespérée et tragiquement détruite par sa propre peur. Elle pensa à Rosalind Howard, aiguë, insouciante des blessures qu'elle lui avait infligées. Elle pensa à Peter Laverton, dont l'avenir avait failli être volé par les ragots et la peur. Et elle pensait, comme elle le faisait souvent après de telles aventures, à la nature humaine, si fragile, tellement faillible.
C'était un réconfort de retourner dans son petit cottage, avec l'horloge qui tournait, le feu chaud et le cliquetis constant des aiguilles à tricoter. Dehors, le village de Little Witham retrouvait ses routines. La poste réouvrait, la boulangerie proposait à nouveau des petits pains chauds, le curé préparait son prochain sermon. La vie a continué. Mais sous la surface, Miss Marple le savait, il y aurait toujours des secrets. Après tout, c'était la nature humaine. Et elle, à sa manière calme et sans prétention, serait toujours là pour les remarquer. Les jours qui ont suivi les aveux de Madame Hartnell ont été étrangement silencieux à Little Witham, comme si le village lui-même s'arrêtait pour reprendre son souffle. Dans un premier temps, il y a eu un retrait collectif. Les rideaux ne bougeaient que prudemment. Les pas dans les rues pavées devenaient hésitants. Les villageois, si habitués à observer et à discuter des affaires des autres en toute impunité, se sentaient réticents à parler trop fort, à spéculer trop librement. Le scandale, encore cru et douloureux, s'accrochait à chaque lampadaire et à chaque haie comme la brume après une tempête. La fête verte, autrefois animée de fanfares et de rires, était vide, son herbe inégale et marquée par les contours flous d'étals démontés depuis longtemps. Les rires qui bouillonnaient autrefois si facilement dans le Rose and Crown étaient désormais sourds et pensifs. Miss Marple observa tout cela avec sa calme attention habituelle. Elle savait mieux que quiconque que guérir dans un village était une chose délicate. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup, avec de grandes déclarations ou des absolutions collectives. Cela s'est produit lentement, par de petits gestes, une miche de pain laissée devant une porte, une main serrée, un peu plus longtemps après le service du matin, une invitation inattendue à prendre le thé. Et cela commençait déjà. Madame Laverton et Peter avaient reçu, sinon exactement des excuses, du moins de petits témoignages de confiance renouvelés, une tarte fraîchement préparée de Madame Simmons, un costume à prix réduit du neveu de Monsieur Green, le tailleur, une invitation aux répétitions de la chorale de l'église lancée par l'épouse du vicaire. Miss Marple avait vu Peter traverser la place ce matin-là, d'un pas un peu plus assuré, ses yeux ne se tournant plus vers les ombres. La justice, correctement appliquée, peut parfois réparer plus qu'elle ne détruit. Un après-midi, quelques jours après les événements survenus dans la salle paroissiale, l'inspecteur Craythorne rendit visite à Miss Marple dans sa jolie maison blanchie à la chaux. Il se tenait maladroitement dans le salon, tenant son chapeau dans ses bras, son visage rougeaud inhabituellement sérieux. « Je voulais vous remercier, Miss Marple, » dit-il en s'éclaircissant la gorge. « Tu as vu ce que je n'ai pas vu. Tu as sauvé ce garçon. » Miss Marple sourit gentiment devant sa tasse de thé. « Vous m'accordez trop de crédit, inspecteur. Je n'ai prêté attention qu'à ce que les autres ont négligé. » Il rit timidement. « Ce n'est pas rien. » Il y eut une pause, puis avec plus d'hésitation, il ajouta « Ce n'est pas une chose facile de découvrir ce genre de vérité, même lorsque c'est nécessaire. »« Non, » acquiesça doucement Miss Marple. « Ce n'est pas le cas. Mais mieux vaut une dure vérité qu'un mensonge confortable, tu ne penses pas ?» Craythorne hocha la tête. Il se leva et posa sa tasse intacte. « Bonjour à vous, Miss Marple. Et à vous, inspecteur. » Alors qu'il partait, Miss Marple retourna à son tricot, le rythme régulier étant un réconfort contre le malaise persistant dans l'air. Justice a été rendue, mais non sans coup. Plus tard dans la semaine, le village a organisé un petit service à l'église, apparemment pour une fête de remerciements longtemps retardée, mais en réalité, il s'agissait d'un rituel tranquille de guérison communautaire. Les bancs étaient remplis, la lumière du soleil tombant en rayons obliques à travers les vitraux, peignant le sol en pierre de taches pourpres, dorées et bleues. Le sermon du vicaire ne parlait pas de jugement, mais de pardon et de compréhension. Il parlait de l'orgueil et de ses dangers, de la peur et de la fragilité des cœurs humains. Aucun nom n'a été mentionné, aucun n'était nécessaire. Miss Marple était assise à sa place habituelle, au milieu de la nef, les mains légèrement croisées sur ses genoux, les yeux levés vers la lumière provenant de la grande fenêtre est. Elle pensa à Madame Hartnell, qui attendait actuellement son procès à Muchminster, et se demanda comment une femme aussi compétente et si active avait pu être si abattue par la peur et l'orgueil. Elle pensait aussi à Rosalind Howard, brillante, belle, irréfléchie, dont la vie avait pris fin si brusquement à cause de quelques kilos volés et d'une vanité blessée. Surtout,
Elle pensait à la fragilité du vernis de respectabilité. Derrière, les haies soignées et les chaumières blanchies à la chaux, derrière les hochements de tête polis et les sourires du dimanche, se cachaient toujours les chagrins secrets, les jalousies, les ambitions et les désespoirs des hommes et des femmes, ordinaires. Le village n'était pas méchant, c'était simplement humain. Après le service, il y a eu un petit rassemblement à l'extérieur de l'église, où du thé et des gâteaux aux graines ont été servis sous les arbres nouvellement bourgeonnants. Les villageois, lentement dégelés, parlaient plus facilement désormais. Les enfants se poursuivaient à travers le green. Madame Price a réprimandé Freddie Benton pour avoir laissé tomber des miettes, tandis que M. Green se plaignait avec bonhomie du prix des semences. La vie, pensa Miss Marple avec une profonde satisfaction, revenait. Sylvia Cartwright s'approcha, d'elle une assiette de gâteau en équilibre précaire dans une main. « Miss Marple, dit-elle avec un sourire hésitant, je voulais juste vous dire merci pour tout. » Miss Marple accepta les remerciements avec un doux signe de tête. Elle savait que le rôle de Miss Cartwright dans les événements récents, ses silences, ses évasions, n'avait pas été entièrement innocent, ni même criminel. La peur du scandale avait poussé beaucoup de gens à la bêtise. « Rien, ma chère, dit-elle gentiment. J'espère que vous resterez ici à Little Witham. » Le sourire de Miss Cartwright s'élargit. « Je pense que je le ferai, s'ils m'ont. »« Oh !» dit Miss Marple avec un clin d'œil, « nous sommes beaucoup indulgents, finalement. » Elle regarda Miss Cartwright rejoindre un groupe près des tables à thé et pensa que peut-être, avec le temps, la jeune institutrice trouverait sa place dans le cœur complexe et obstinément battant du village. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait doucement et bleu sur le village, Miss Marple était assise près de sa cheminée, les dernières braises rougeoyantes chaleureusement. Elle sirota son thé et repensa à l'affaire dans son esprit, comme elle le faisait souvent, non pas pour se vanter car elle n'avait aucune vanité de ses compétences, mais pour mieux comprendre les chemins étranges et sinueux du comportement humain. Ce qui semblait, au début, être une affaire simple, un vol, une mort malheureuse, s'était transformé en une tapisserie complexe de fierté, de peur, de tromperie et de désespoir. Et pourtant, dans tout cela, il y avait aussi de petits actes de courage, l'innocence inébranlable de Peter, la foi de Madame Laverton en son fils, et même la confession finale et douloureuse de Madame Hartnell. Miss Marple sourit intérieurement. Cela n'a jamais été simple, n'est-ce pas? Jamais aussi propre que les histoires que les gens racontaient sur le bien et le mal, le bien et le mal. La vraie vie, la vie du village, était bien plus compliquée, mais aussi, peut-être, bien plus riche. Elle posa sa tasse de thé vide, reprit son tricot et commença un nouveau modèle, quelque chose de complexe et de délicat, nécessitant une attention particulière et une main patiente. Dehors, le village s'endormit. Les fenêtres s'assombrirent, les portes se verrouillèrent, pour empêcher la nuit de pénétrer. Mais Little Witham se réveillerait avec le soleil, prêt à aimer, à se quereller, à espérer et à se tromper, comme tous les êtres humains doivent le faire. Et Miss Marple, dans son coin tranquille du monde, serait là, vigilante, compatissante, et d'une patience infinie, sans faille. En attendant la baie. Prochaine ondulation sur la surface lisse de la vie du village, car là où il y avait des gens, il y aurait toujours des mystères, et là où il y avait des mystères, il y aurait toujours Miss Marple.